Et ce que fait la crise sanitaire dans ces conditions-là, c'est qu'elle offre le prétexte parfait, finalement, pour banaliser l'utilisation de ces technologies-là. On n'arrête pas de parler du monde d'après. Moi, ce que je vois, c'est que ces technologies, qui étaient déjà un peu les technologies du monde d'avant, c'est l'assurance, justement, qu'il n'y ait pas de monde d'après. En France, on ne fait pas de reconnaissance faciale. Alors, on en fait un peu. La technologie qu'on est en train de déployer maintenant, il n'y aura pas de retour en arrière, c'est-à-dire qu'elle sera ensuite utilisée avec d'autres finalités. Est-ce qu'on pourrait arriver à un scénario à la chinoise, à la Black Mirror, où on est vraiment tous surveillés, où nos libertés publiques sont complètement anéanties, où on n'a plus aucune possibilité d'opposition politique ? Alors que la crise économique fait rage, une partie des entreprises a été plus épargnée que d'autres et certaines en sont même sorties gagnantes. C'est le cas de l'économie de la surveillance. Drones, caméras, logiciels de traçage, ces entreprises investissaient hier dans la sécurité après les attentats. Aujourd'hui, elles vendent la promesse de la traque des corps malades. Comment l'économie de la surveillance tire-t-elle parti de la pandémie ? C'est la question que s'est posée Olivier Tesquet. Olivier Tesquet, bonjour. Bonjour. Dans votre dernier livre, publié aux éditions Premier Parallèle, État d'urgence technologique, comment l'économie de la surveillance tire parti de la pandémie. Alors, vous êtes journaliste spécialisé dans les questions numériques à Télérama. Vous êtes également l'auteur de À la trace, enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance et co-auteur de Dans la tête de Julian Assange. Et vous publiez donc aujourd'hui ce nouveau livre. Pourquoi vous vous intéressez à ce sujet ? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille en premier lieu pour parler de cette thématique ? Alors moi, je suis arrivé dans ce métier du journalisme au début des années 2010, à l'époque où Internet était encore vu comme cette merveilleuse révolution, qu'on allait avoir une espèce de libération politique grâce à la technologie. C'était l'époque où on pensait encore, alors l'histoire a été révisée depuis, mais que les printemps arabes devaient tout presque à ces outils numériques. Et donc on avait une vision très très bienveillante comme ça de la technologie, des réseaux sociaux naissants. Et puis très très vite, en fait, dans l'année ou les 2 ans qui ont suivi, à travers un certain nombre d'événements, que ce soit la répression contre Wikileaks, que ce soit l'affaire Snowden, on s'est rendu compte à quel point il y avait une face sombre de tout ça et à quel point les États, que ce soit des régimes démocratiques, que ce soit des régimes autoritaires, s'emparaient de ces outils technologiques pour assurer la rente, quelque part, finalement, de leur pouvoir. Et donc, chemin faisant, ayant toujours eu une appétence pour ce qui est caché, dissimulé, soustrait au regard, je me suis un peu orienté vers ces questions-là. Et puis voilà, le spectre et le périmètre n'a cessé de s'élargir et de s'étendre parce que c'est des questions qui deviennent de plus en plus centrales dans la manière dont nos pays sont gouvernés. Et alors votre livre s'intitule « État d'urgence technologique ». Qu'est-ce que c'est l'état d'urgence technologique ? Alors l'état d'urgence technologique, bon déjà j'ai choisi cette terminologie-là parce que il aura échappé à personne qu'on vit aujourd'hui dans un environnement où c'est une terminologie, un vocabulaire qui commence à être assez tristement familier. On a eu l'état d'urgence sécuritaire après les attentats de 2015, on est maintenant sous l'état d'urgence sanitaire. Je pense que si on calculait, je pense qu'on a passé plus de temps dans un régime d'exception depuis 2015 que sous un régime normal, dont on peine d'ailleurs finalement maintenant à se souvenir à quoi elle correspond. Et donc c'était un peu une référence aussi à ça, pour être dans cet environnement qu'on commence à connaître. Après, à la différence de ces états d'urgence sécuritaires, sanitaires, qui sont inscrits quand même dans le temps et dans l'espace, enfin surtout dans l'espace, un peu moins dans le temps, parce qu'on voit bien qu'ils sont après dilués dans le droit commun, etc. L'état d'urgence technologique, il décrit finalement cette accoutumance, à la fois de nos démocraties libérales, occidentales, mais aussi d'un certain nombre de pays beaucoup plus autoritaires, pour la technologie, qui est vue comme l'alpha et l'oméga, qui va permettre de résoudre tous les problèmes du monde. Et j'ai choisi cette terminologie parce que, pour le coup, le point commun avec les états d'urgence politiques dont je parlais juste avant, c'est que ces états d'urgence sanitaires, sécuritaires, sont marqués par ce qu'on appelle l'effet cliquet, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a déployé des mesures à titre exceptionnel, à titre dérogatoire, à titre expérimental, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire que le mécanisme est enclenché et on ne peut pas le défaire. C'est-à-dire que le temps écoulé est du temps perdu à tout jamais, et l'état d'urgence technologique, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a déployé une technologie, qu'on a déployé un outil, là, en l'occurrence, dans une crise sanitaire, on se rend compte, et on va se rendre compte, je pense, que c'est extrêmement difficile de revenir en arrière. Et alors, à quelle mesure vous pensez, en France en tout cas, par exemple, de mesures d'ordre technologique qui ont été déployées sous l'état d'urgence ces dernières années ?
Alors on a surtout vu une accélération de dynamique qui existait déjà, c'est-à-dire tout ce phénomène un peu de militarisation de l'espace public, de la montée en régime de la vidéosurveillance qui devient intelligente, qui demain sera capable de faire de la reconnaissance faciale, voire même dans le pire des cas et dans les cauchemars un peu dystopiques de la détection des émotions, comme le market de certaines entreprises. Ça, pour vous, c'est quelque chose qui est possible ? C'est quelque chose qui existe déjà. C'était un marché émergent, c'était des marchés sécuritaires émergents avant la crise sanitaire. Et là, cette pandémie offre finalement de nouvelles possibilités à ces entreprises-là qui, hier, vendaient des logiciels capables de détecter ici une intrusion périmétrique, là un colis suspect, et qui maintenant vont calculer la distance entre les personnes, le respect du port du masque, des gestes barrières, etc. Et donc, finalement, c'est les mêmes logiciels vendus par les mêmes entreprises, avec des finalités qui sont des finalités différentes. Après, la petite spécificité, je dirais quand même la nouveauté de la crise sanitaire, c'est tous ces outils de suivi de contact tracing, comme on a dit, sur les applications type Tous Anti-Covid, qui pour le coup, voilà, ça sont des outils assez spécifiques de la crise sanitaire, qui sont des mutations d'outils de surveillance sanitaire pour lesquels il y a des doctrines qui existaient déjà, mais avec un saut technologique qui, là aussi, effectivement, va poser un certain nombre de questions, mais sur lesquelles on aura probablement l'occasion de revenir. Vous dites dans votre livre, on a souvent imaginé que la surveillance de masse viendrait avec un régime totalitaire, mais ici, la surveillance généralisée se met en place doucement. Vous écrivez, je vous cite, que l'État technologique est un mode de gouvernement low cost. Qu'est-ce que vous entendez par là ? On a cette idée quand même, alors au nom de ce qu'on appelle un peu le solutionnisme technologique, c'est un chercheur qui s'appelle Yevgeny Morozov qui avait forgé cette notion-là il y a quelques années, qui est finalement la façon dont cette idéologie de la Silicon Valley, selon laquelle la technologie peut tout et la technologie doit tout, eh bien cette technologie va permettre de résoudre tous les problèmes. Et en fait, les démocraties occidentales, dans ce contexte-là, sont particulièrement sensibles à ce discours parce qu'on vit dans des pays où on le voit bien en France, où les institutions sont fonctionnelles mais sont en crise, et donc la technologie, dans ces conditions-là, est vue comme un moyen de préserver justement la rente du pouvoir, de pouvoir maintenir justement ces institutions fonctionnelles. Donc il y a une tentation très très forte de recourir à la technologie, comme il y a une tentation très très forte de recourir à la force, dans d'autres cas, pour mater des mouvements sociaux ou des choses comme ça, avec parfois d'ailleurs une convergence assez nette et notable entre les deux. Et c'est low cost, et je dis que c'est low cost en tout cas parce que finalement, c'est un peu bricolé avec des bouts de ficelle. Ça s'intéresse assez peu aux finalités. On le voit avec, par exemple, les applications là, qui sont déployées dans le cadre de la crise sanitaire, où on se dit que si ça sauve une vie, tant mieux, et puis si ça sert à rien, tant pis. Ce qui me semble être une manière assez biaisée et spécieuse de présenter le dilemme face auquel on est confronté. Et donc, puisque ça s'intéresse assez peu aux finalités, effectivement, ça pose la question de la viabilité de ces outils dans une gouvernance, dans une démocratie digne de ce nom, on va dire. Mais est-ce que ces outils sont tous détenus par les États, donc les gouvernements, ou est-ce que finalement on ne met pas aussi une partie de nos libertés publiques entre les mains d'entreprises privées qui vont elles-mêmes gérer les outils qu'elles sont en train de développer ? Alors c'est aussi low cost à cet égard-là, c'est-à-dire que ça montre l'affaiblissement de la puissance publique qui délègue des pans entiers de son pouvoir régalien à des entreprises privées, que ce soit des fonctions de police, que ce soit des pans de la politique de santé, où effectivement on va charger des sociétés privées de tailles diverses, que ce soit des gros ou des petits, plus ou moins publics, avec plus ou moins pignon sur rue, plus ou moins fréquentables aussi, et qu'on va charger de contrôler l'espace public, qu'on va charger de détecter les citoyens suspects, les citoyens malades, et toutes ces choses qui, hier, étaient quand même la prérogative de l'État, et qui de plus en plus devient l'apanage effectivement de sociétés privées qui sont en cheville avec l'État, mais qui, parce qu'elles sont des sociétés privées, échappent aussi souvent assez largement à l'œil du public. Ce qui est un vrai problème parce qu'on est face à une vraie difficulté d'opacité, de manque de transparence, de la manière dont les décisions sont prises, de la manière dont les libertés sont encadrées, contrôlées. Et ça, c'est l'un des problèmes majeurs de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Vous prenez un exemple à un moment qui m'a interpellée. Vous rappelez que le 26 mars 2020, le patron d'Orange affirme que 20% des habitants du Grand Paris sont partis. Donc ça veut dire qu'il a accès comme ça à nos données de déplacement sur notre téléphone. Est-ce que c'est légal de tracer les habitants comme ça ? Alors, ce qui s'est passé dès le début de la pandémie, c'est qu'on a eu c'est comme une fusée à plusieurs étages, vraiment. C'est-à-dire que ça, c'était l'étage le moins intrusif, finalement. C'est-à-dire c'est de la collecte de métadonnées anonymisées. C'est-à-dire,
on a des idées de volume. Est-ce que ça pose un problème démocratique? Alors, ça, par moi, exemple le problème que ça pose, c'est-à-dire qu'effectivement, très vite, notamment, il y a des partenariats entre Orange et l'INSERM, donc l'agence française pour la recherche en santé publique, et donc avec cette idée que ces indicateurs de mobilité allaient permettre d'affiner la réponse politique à la crise sanitaire, parce qu'on avait un peu plus on connaissait avec une granularité plus grande, on va dire, les déplacements des individus, et donc on pouvait ordonner en conséquence, je sais pas, peut-être davantage de lits par ici. Voilà, ça offrait plus d'indicateurs pour pouvoir gouverner. Mais moi, ce qui me frappe, ce qui a un peu échappé à l'attention du grand public à cette occasion-là, c'est que les outils qui ont été mobilisés par Orange pour mesurer cette mobilité et qui ont été utilisés par plein d'autres entreprises ailleurs, que ce soit des opérateurs télécoms ou d'autres types de sociétés, c'est que ce sont des indicateurs qui normalement sont entre les mains de divisions ou de filiales à l'intérieur de ces opérateurs télécoms qui sont chargés de revendre ces données à d'autres entreprises. C'est-à-dire c'est du B2B, hein, comme on dit dans le langage marketing, c'est des entreprises qui vendent à d'autres entreprises, et en fait ça lève un petit coin du voile sur toute cette industrie qui est l'industrie des courtiers en données notamment, et qui en fait récupère tout un tas de traces numériques qu'on émet quotidiennement, hein, parce que on est allé d'un point A à un point B, on a commandé quelque chose sur Internet, enfin, on a horodaté comme ça tout un tas d'actions tout à fait anodines, mais qui mises bout à bout commencent à dire quelque chose de nous, commencent à dire quelque chose de nos modes de vie. Alors, vous avez en France et en Europe, c'est beaucoup plus réglementé qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un peu le Far West, c'est-à-dire que chaque personne est affectée d'une note, et notamment parce que tout le monde a un score de crédit qui est un peu, pour le coup, en même temps, dans un pays de self-made men, c'est pas complètement aberrant que ce soit l'indicateur ultime pour savoir si, oui ou non, vous avez le droit d'emprunter de l'argent pour accéder à la propriété, acheter une voiture, etc. En France et en Europe, c'est beaucoup plus réglementé, mais vous pouvez avoir des idées de volume. Et donc, très vite, en fait, au début de la pandémie, en France et ailleurs, on a mobilisé ce type de données, mais qui sont des données habituellement qui échappent à l'œil du public, qui sont des données commerciales, utilisées notamment à des fins publicitaires, et qui là ont été mobilisées dans le cadre de la crise sanitaire. Mais encore une fois, ça c'est le niveau le moins intrusif de ce qui a pu être déployé dès mars 2020. Alors quel est le niveau juste au-dessus ? Alors le niveau au-dessus, c'est là où on rentre dans les questions qui sont plus liées à de la surveillance sanitaire telle qu'elle est pensée déjà depuis assez longtemps par l'Organisation mondiale de la santé ou d'autres grands organismes comme ça internationaux, qui est de savoir comment on fait quand on est dans une pandémie, qu'on a identifié des personnes malades et on veut s'assurer que ces personnes ne vont pas en contaminer d'autres. Ce qui nécessite du coup de prendre des mesures privatives de liberté. Donc on a eu le deuxième étage de la fusée qui était finalement d'imposer ces applications de suivi de contact avec des protocoles. Elles n'ont pas été imposées. Voilà. Alors avec des protocoles divers. Vous faites référence à l'application Stop Covid. Stop Covid qui est devenu tous anti-Covid. Alors effectivement, ce sont des applications, en tout cas chez nous, qui sont basées sur le volontariat, avec quand même des systèmes assez incitatifs. Mais on a vu d'autres pays, je pense notamment à l'exemple de Singapour, qui a beaucoup été cité en exemple au moment où il a fallu retenir une solution. C'est-à-dire que très vite, on nous a dit, bon, évidemment, on va faire comme la Chine, on va pas faire comme la Corée du Sud. L'exemple de Singapour nous semblait assez intéressant, après avoir dit d'ailleurs pendant quelques semaines que c'était hors de question, que c'était pas du tout notre culture, et puis finalement, il y a eu un switch un peu qui s'est opéré très très rapidement, et on s'est dit que finalement, on allait le faire. Or, le modèle singapourien, quand on le regarde, était un modèle effectivement au départ basé sur le volontariat, dans un espace en plus qui a priori était assez propice à ce que ça fonctionne, hein, une cité-État avec une population très connectée. Singapour n'est pas une immense démocratie, mais le modèle technologique ne nous semblait pas aberrant. Et ce qui s'est passé très très vite, c'est que l'application n'a pas complètement fonctionné, donc chemin faisant, elle devient obligatoire. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette application, elle est utilisée par des forces de police dans le cadre d'enquêtes criminelles. Donc on voit bien les effets pervers qu'il peut y avoir avec ce type d'application qui sont, sur le papier, assez anodines, où il y a eu tout un tas de débats entre des chercheurs, des cryptologues, des cryptographes, etc., avec des protocoles extrêmement compliqués. On ne va pas rentrer dans le détail, mais pour savoir si c'est centralisé, décentralisé, qui a accès aux données, qu'est-ce qui se passe quand l'application émet une alerte, enfin, qui sont des questions techniques extrêmement compliquées sur lesquelles on a mobilisé des centaines de chercheurs, rien qu'en France, mais qui ensuite, à terme, peuvent générer des phénomènes discriminatoires parce que peut-être que si vous avez l'application, vous allez pouvoir accéder à tel endroit. Il y a déjà eu des tentations assez fortes, y compris en France,
C'est-à-dire les tentations? Le gouvernement, à un moment, a songé à imposer le téléchargement de tous anti-Covid pour pouvoir accéder à certains lieux, par exemple pour pouvoir retourner dans les restaurants cet été. Alors la CNIL avait rappelé dès le début que... La CNIL, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est le gendarme un peu de la vie privée en France, et avait expliqué qu'on ne pouvait pas subordonner l'accès à certains lieux au téléchargement de l'application. De la même manière que quand les centres de tests étaient saturés, on ne pouvait pas conditionner l'accès au laboratoire au téléchargement de tous anti-Covid. C'est pas parce que vous aviez téléchargé l'application que vous alliez avoir un coupe-fil pour aller vous faire tester plus rapidement que votre voisin. Et donc on voit que ces tentations politiques existent et que finalement le garde-fou est assez léger. Donc moi c'est une vraie crainte par rapport à ce type d'outil. D'ailleurs je me souviens que... Le garde-fou est assez léger quand même, la CNIL est intervenue. Alors la CNIL est intervenue, mais la CNIL on sait c'est une autorité administrative indépendante qui a un pouvoir qui est un pouvoir relatif, qui est un pouvoir de recommandation. Je vais prendre un exemple très récent sur les limites un peu du pouvoir de la CNIL, c'est que vous avez une société qui s'appelle Datacalab, qui au moment du déconfinement, d'abord dans les transports à Cannes, puis à la station Châtelet-Léal à Paris, avait déployé une technologie qui était capable de détecter si les personnes portaient ou non le masque. Alors on nous disait, vous inquiétez pas, c'est pas pour des objectifs de verbalisation, c'est juste pour avoir une idée du volume de personnes qui respectent les mesures sanitaires, les gestes barrières, etc. La CNIL est intervenue très très vite en expliquant que ce type de traitement de données était illégal parce qu'en fait, pour s'y opposer, il fallait faire nom de la tête et elle a estimé que le consentement n'était pas recueilli de manière suffisamment explicite. Que s'est-il passé? Il y a quelques semaines, le gouvernement, par décret, de manière quand même extrêmement brutale, a ravivé cette expérimentation et maintenant, il n'y a même plus de droit d'opposition. C'est-à-dire que on peut avoir des technologies qui vont vérifier dans l'espace public que vous portez bien votre masque, mais vous ne pouvez même plus vous opposer à ce traitement-là. Donc on voit que l'avis de la CNIL, dans ce type de conditions, et de ce type de situation, où encore une fois c'est l'urgence qui prédomine, a de vraies limites. Donc, Parce que instinctivement, quand on voit ce qui se passe à Singapour, ce que vous décrivez, on se dit ça pourrait pas arriver en France. Nous, on est trop protégés, on est le pays des droits de l'homme, on protège nos libertés publiques. Et vous, ce que vous dites, c'est que finalement, on n'est pas aussi protégé qu'on le croit. Alors on n'est pas aussi protégé qu'on le croit, mais j'ai tendance à prendre un peu le même exemple. C'est un exemple encore plus spectaculaire finalement que l'exemple de Singapour, c'est l'exemple de la Chine. Parce que l'exemple de la Chine, effectivement, qui est la dictature technologique par excellence. C'est la dystopie. C'est la dystopie totale. C'est-à-dire que la Chine, c'est le crédit social où tout le monde a une note qui affecte sa vie quotidienne, qui conditionne l'accès à certaines activités. Si vous pouvez réserver des billets de train, des billets d'avion, bon, soit dit en passant, on se rend bien compte que c'est pas si différent de ce score de crédit américain que j'évoquais précédemment. C'est juste que vous avez des régimes politiques qui sont évidemment pas les mêmes. Donc on a cette image très dystopique, ce repoussoir absolu où on se dit la Chine, on veut surtout pas ça. Mais il y a quand même une tentation très très forte en Europe et en France par exemple de recourir à des technologies qui sont massivement utilisées en Chine. C'est-à-dire que la reconnaissance faciale, aujourd'hui, la Chine est quand même un pays assez moteur et pionnier en la matière. C'est une tentation qui aujourd'hui n'est pas appliquée parce qu'en France on ne fait pas de reconnaissance faciale. Alors on en fait un peu. On en fait de manière expérimentale, avec des fortunes diverses. C'est-à-dire que, par exemple, à Nice, la région sud, à Nice et à Marseille, ils ont voulu installer des portiques de reconnaissance faciale à l'entrée de 2 lycées dans le quartier populaire. Et là aussi, la CNIL, puis le tribunal administratif de Marseille ont expliqué que c'était illégal. On a eu les expérimentations de Christian Estrosi, parce que Nice est quand même un peu le showroom sécuritaire en France, où il a fait son expérimentation de reconnaissance faciale pendant le carnaval de Nice de la même façon. Vous avez déjà aujourd'hui la police qui fait un peu de reconnaissance faciale sur certains fichiers de police, donc par exemple le traitement des antécédents judiciaires, le TAJ. Et puis surtout, vous avez les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et moi, je lis le livre blanc de la sécurité qui a été publié par le ministère de l'Intérieur il y a quelques semaines. Alors Gérald Darmanin dit ce ne sont que des pistes, etc. Mais enfin bon, on sait qu'il y a quand même... C'est une tendance. C'est une tendance assez lourde. Et ce qui est écrit noir sur blanc dans ce livre blanc de la sécurité intérieure, c'est que la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public, ce qui est pour le coup vraiment l'Eldorado policier de la reconnaissance faciale, devra avoir été éprouvée d'ici les Jeux Olympiques de 2024, avec notamment aussi la perspective de la Coupe du Monde de rugby en 2023. On voit bien aussi que dans tous les débats sur la proposition de loi sur la sécurité globale, le spectre de la reconnaissance faciale, même s'il ne figure pas dans le texte, c'est-à-dire qu'il n'est ni autorisé ni interdit,
On est toujours sous ce régime de l'expérimentation, qui est peut-être un point d'ailleurs sur lequel on pourra revenir, parce que c'est à mon avis un vrai nœud puisque vous évoquez la loi de sécurité globale qui a fait débat ces derniers mois, notamment à cause de son article 24, mais pas que. Qu'est-ce qui pose, selon vous, problème dans cette loi, notamment en ce qui concerne la surveillance ? Alors moi, ce qui me pose problème, déjà, il y a une observation assez basique, c'est de se dire, est-ce qu'une pandémie est le meilleur moment pour discuter de mesures et de technologies qui sont possiblement attentatoires aux libertés ? Et là, pour le coup, c'est pas Olivier Tesquet qui le dit, c'est la défenseure des droits, par exemple, qui a quand même alerté à de nombreuses reprises, notamment sur l'article 22 qui concerne les drones. Et surtout, ce qui me pose problème... Les drones qui sont finalement déjà utilisés. Alors voilà, en fait, on en vient au nœud du problème pour moi, c'est-à-dire qu'on a des technologies qui sont déjà utilisées par la police et la gendarmerie. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez déjà des drones qui sont en dotation dans la police et dans la gendarmerie nationale depuis quelques années. Vous avez un cadre juridique qui, pour reprendre l'expression de Gérald Darmanin, l'expression qu'il avait utilisée devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui est un cadre juridique pas stabilisé. Beaucoup de pudeur dans cette expression. Et donc la loi, finalement, vient blanchir des usages policiers qui existent déjà. Qui est donc de pouvoir déployer des drones dans des espaces urbains. Pour faire du maintien de l'ordre ou ce genre de choses. Enfin, qui sont exactement les activités qui étaient déjà menées par la police. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, que le Conseil d'État, sur l'année écoulée, a rappelé par 2 fois au préfet de police de Paris, Didier Lallemand, qu'il ne pouvait pas utiliser les drones, que ce soit pour contrôler le respect du confinement ou que ce soit pour surveiller des manifestations. Et donc là, ce que cette loi est en train de rendre légal, c'est ça. C'est cette possibilité. C'est-à-dire que la déployer rustine, des drones et voir si les gens des individus s'apprêtent à commettre des des violences, des dégradations, etc. Et donc ça va être la rustine juridique qui va permettre ces usages-là. Et donc on est sous ce régime de l'expérimentation où on essaye d'abord les technologies, on les déploie, et ensuite on fait des textes de loi pour border l'utilisation de ces technologies. Et donc on est mis devant le fait accompli. En termes de vidéosurveillance, par exemple, qu'est-ce qui a été déployé et qu'est-ce qui a changé pendant la pandémie ? Alors, ce qui avait déjà commencé à changer un peu avant la pandémie, c'est que de plus en plus, vous avez des municipalités qui se sont massivement équipées ces 10 ou 15 dernières années, c'est-à-dire que depuis le milieu des années 90, la vidéosurveillance est devenue la martingale politique pour à peu près n'importe quel élu, y compris dans des toutes petites communes où vous allez mettre un réseau de vidéosurveillance et c'est l'assurance de pour lutter contre la criminalité. Voilà, pour lutter contre la petite criminalité, les cambriolages, les vols, etc. Il y a eu un certain nombre d'études menées par des chercheurs, je pense par exemple aux travaux du sociologue Laurent Mucchielli sur la vidéosurveillance qui ont montré que elle faisait finalement pas vraiment chuter la petite criminalité contre laquelle elle est censée lutter. Par contre, elle solidifie, elle fortifie une économie, un secteur de la vidéosurveillance qui se porte assez bien et qui entretient des liens assez serrés, on va dire, avec la puissance publique. Et donc, comme vous avez cet équipement massif depuis quelques années, moi j'ai rencontré la situation à Marseille, par exemple, où l'adjointe à la sécurité de Jean-Claude Gaudin, sur la mandature précédente, m'expliquait, depuis 2011, on a installé un certain nombre de caméras. En fait, maintenant, on a tellement de caméras dans la ville qu'on a besoin d'automatiser le traitement de ces images, et donc on a besoin de vidéosurveillance intelligente avec des caméras qui vont être capables de détecter elles-mêmes un certain nombre de situations suspectes. Sauf que quand vous mettez une couche d'intelligence artificielle sur des images de vidéosurveillance à des fins policières, c'est pas seulement un changement d'échelle, quoi. C'est-à-dire on change complètement de paradigme. Et ce que fait la crise sanitaire dans ces conditions-là, c'est qu'elle offre le prétexte parfait, finalement, pour banaliser l'utilisation de ces technologies-là. C'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure de cette entreprise Datacalab qui avait déployé ses outils à Cannes et à Châtelet-Les-Halles pour vérifier que les gens portaient bien le masque, c'est beaucoup plus facile de faire accepter cette technologie. Alors, pour reprendre ce terme horripilant d'acceptabilité qu'on entend à toutes les sauces depuis des mois, sur l'acceptabilité des mesures, des technologies, etc., c'est beaucoup plus facile de le faire dans un contexte sanitaire avec une technologie qui serait capable de détecter si les personnes portent ou non le masque, que de dire on va vous déployer demain de la vidéosurveillance intelligente qui va s'assurer que vous n'êtes pas un terroriste en puissance quand vous montez dans le bus. Et donc le levier sanitaire est finalement beaucoup plus fort que le levier sécuritaire. On est passé d'une situation où pendant 30 ans on nous a martelé que la sécurité était la première des libertés, quelle était la condition d'exercice de toutes les autres, et maintenant c'est la santé qui devient la première des libertés, et on se rend compte que cette injonction-là
à être encore en bonne santé finalement, est beaucoup plus forte que l'injonction sécuritaire. Donc la pandémie agit comme cette espèce d'accélérateur qui va faciliter la banalisation de ces outils-là. Et encore une fois, quand la pandémie... Parce que les populations acceptent plus facilement d'être surveillées si c'est pour leur santé ? Je pense que les états d'urgence dont on parle, ils sont cumulatifs. C'est-à-dire que l'état d'urgence sécuritaire qui était d'abord exceptionnel, qui a été prorogé 6 fois, puis qui ensuite a été fondu dans le droit commun, en fait, du coup, il est toujours là. C'est-à-dire qu'il a été fondu dans le droit commun, mais on vit toujours sous un état d'urgence sécuritaire un peu permanent. Et on a donc ce que j'appelle, mais on pourrait l'appeler de plein d'autres façons, cet état d'urgence technologique. On a toutes ces couches comme ça qui se superposent comme un restreignent nos libertés publiques. Qui restreignent nos libertés, mais qui nous anesthésient aussi beaucoup. C'est-à-dire que c'est très difficile de s'organiser. Bon, déjà, c'est très difficile de s'organiser quand on est quand même tous un peu cloîtrés chez soi avec impossibilité de sortir. Hein. C'est pas facile de s'organiser dans ces conditions-là. Mais ça anesthésie beaucoup notre esprit critique, notre capacité pour nous opposer à un certain nombre d'outils qui, là, sont déployés encore une fois dans l'urgence, avec cette promesse que tout ça n'est que temporaire et que tout ça sera bientôt derrière nous. On n'arrête pas de parler du monde d'après. Moi, ce que je vois, c'est que ces technologies qui étaient déjà un peu les technologies du monde d'avant, c'est l'assurance, justement, qu'il n'y ait pas de monde d'après. C'est-à-dire que c'est vraiment l'impossibilité de pouvoir se projeter dans un horizon un peu désirable. On est condamné à l'inéluctabilité de ces technologies, mais qui sont imposées, encore une fois, à feu assez doux. Vous parlez d'horizon désirable. En quoi est-ce que c'est indésirable d'avoir cette omniprésence de la technologie ? Est-ce que ça n'apporte pas aussi, finalement, de bonnes choses, comme pas moins de criminalité, mais là, une plus grande cohérence au sein de la population pour essayer de maîtriser la pandémie ? Est-ce que, par exemple, ça ne pourrait pas faire en sorte qu'on puisse plus rapidement retrouver notre vie d'avant parce que, voilà, on est surveillé, parce qu'on sait qu'une partie de la population pourra rester chez elle quand elle est contaminée, parce qu'on saura qui, comment... Est-ce qu'il n'y a pas plus de bons côtés que de mauvais côtés à cette technologie ? Pourquoi, selon vous, ce n'est pas un horizon désirable ? Alors moi, je pense qu'effectivement, il y a ce dilemme ou cette équation un peu illusoire. Si on pense vraiment que la technologie va nous aider à retrouver le monde d'avant, je pense qu'on commet une grossière erreur, et notamment parce que, encore une fois, la technologie qu'on est en train de déployer maintenant, il n'y aura pas de retour en arrière, c'est-à-dire qu'elle sera ensuite utilisée avec d'autres finalités, et elles sont parties pour durer. Quand je vois le mal qu'on a eu au siècle dernier à faire accepter l'idée que chacun devait justifier potentiellement sur contrôle de la maréchaussée de son identité dans l'espace public, si vous reprenez les débats qu'il y avait eu au début du XXe siècle là-dessus, plein de gens trouvaient ça absolument attentatoire à la vie privée, aux libertés publiques, qu'on puisse demander, qu'un policier puisse dans la rue demander de présenter sa carte d'identité. Aujourd'hui, on imposerait la reconnaissance faciale de manière tout à fait normale, fluide, etc. La reconnaissance faciale, je vais donner la définition qui était la définition d'un colonel de gendarmerie qui a fait une note pour le centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale et qui dit la reconnaissance faciale, c'est le contrôle d'identité permanent et général. Bon, moi, c'est une définition très claire, je suis très à l'aise avec celle-là, parce qu'en plus, c'est une définition d'un policier, enfin d'un gendarme. Mais ça a le mérite de la clarté, c'est-à-dire que si c'est le contrôle d'identité permanent et général, la manière dont on interagit les uns avec les autres, la manière dont on se comporte dans l'espace public est plus la même. C'est-à-dire, on a tous aujourd'hui des pulsions, des envies de se retrouver dans la rue, de faire corps tous ensemble. Ces technologies me semblent préconiser tout l'inverse. Ce que permettent ces technologies, qui sont contrôlées à distance depuis des centres de contrôle, aujourd'hui on appelle ça des CSU. Vous avez des caméras partout dans la ville, et puis vous avez un centre de supervision urbain, où vous avez des écrans, vous avez des policiers derrière qui observent les images, et c'est une grande boîte noire. C'est une grande boîte noire sur laquelle vous n'avez pas de visibilité. Et donc, parallèlement et concomitamment au fait que dans l'espace public, il n'y ait plus d'angle mort, ces dispositifs-là, eux, deviennent assez invisibles et on n'a plus de prise sur eux. Et ça, pour le coup, ça me semble être une évolution de la société qui me semble assez mortifère. D'autant plus qu'on fait rentrer, encore une fois, un certain nombre d'acteurs privés, dont certains soulèvent quelques questions. Quel danger ça pourrait poser dans le pire des cas ? Est-ce qu'on pourrait arriver à un scénario à la chinoise, à la Black Mirror, où on est vraiment tous surveillés, où nos libertés publiques sont
complètement anéanti, où on n'a plus aucune possibilité d'opposition politique? Je ne crois pas du tout à la vision orwellienne de la technologie, ou en tout cas où on aurait un Big Brother qui nous observe tous. Je crois qu'on est dans une imposition beaucoup plus douce, et une imposition beaucoup plus douce parce qu'on participe assez largement à ces dispositifs-là. D'ailleurs, quand vous émettez un discours critique sur la reconnaissance faciale, les drones, etc., on vous explique, bah oui, mais vous donnez vos informations personnelles à des grandes plateformes, vous utilisez un certain nombre d'outils dans votre vie quotidienne et ça vous pose aucun problème. Et quand on me demande s'il faut davantage craindre la surveillance de l'État ou la surveillance des entreprises privées, moi ce que je crains surtout, c'est l'alliage entre ces deux surveillances-là, c'est-à-dire que la surveillance par des entreprises privées qui peut servir ensuite des appareils d'État. Donc ça me semble être un vrai danger. Et encore une fois, dans cet environnement surveillant où on est tous un peu participants et où la température de la marmite finalement se réchauffe, on se comporte plus tout à fait de la même manière les uns avec les autres. Mais je crois en la nécessité d'un discours technocritique face à l'espèce de vague qu'on a comme ça face à nous et où les technologies s'imposent à des cadences toujours plus rapides, sans aucun débat au fond, sans aucun débat sur leur légitimité. Et ça me semble assez dangereux, encore une fois. Et pour revenir à des questions plus économiques, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous craignez une forme de collusion entre l'appareil étatique et ces entreprises privées qui détiennent aujourd'hui des données considérables, parce que quand vous me parlez de votre téléphone qui est dans la pièce d'à côté, c'est avant tout à des entreprises privées que vous avez donné vos données, justement. Comment ce serait possible d'un point de vue économique ? Est-ce qu'il y a des intérêts économiques qu'on ne connaîtrait pas derrière tout ça ? Par exemple, là, si on résume tout ce que vous avez évoqué depuis tout à l'heure, on parle d'applications, de vidéosurveillance, de reconnaissance faciale, de logiciels de traçage, tout ça, ça coûte cher, ça doit représenter une part conséquente de l'économie. Est-ce qu'il y a des intérêts économiques cachés derrière l'agenda politique qui vise à imposer ces technologies dans l'espace public ? Alors je ne sais pas s'ils sont cachés, ces intérêts économiques, mais en tout cas, il y en a. Moi, je me souviens, peu de temps avant la pandémie, à l'hiver 2019, je suis allé, comme tous les 2 ans, sur un salon qui s'appelle Millipol, qui est un grand salon de l'armement qui se tient au parc des expositions de Villepinte, et où vous pouvez acheter des chars d'assaut, et vous avez des flics en civil qui posent une RTT et qui viennent essayer des gros flingues. Et puis vous avez tout un tas de sociétés qui vendent des technologies de surveillance en tout genre, etc. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'était qu'en fin 2019, ce qu'on voyait vraiment partout, sur tous les stands, c'était la Safe City. C'était la ville sûre. Et la ville sûre, donc après des années où on a eu le paradigme de la Smart City, la ville intelligente, où on va rationaliser les transports, on va faire des économies d'énergie, on va fluidifier la circulation des individus, etc., qui étaient un peu des villes idéales, comme ça, des monades. Et ça a été complètement remplacé par l'idée ou l'idéologie de la Safe City, qui est finalement la même chose, mais avec un gros vernis sécuritaire, et où donc vous avez des capteurs, des caméras, etc., qui vont permettre de contrôler un espace urbain qui est un espace urbain qui est forcément peu sûr. Et quand vous écoutez par exemple des industriels de Thales, pour citer une grande entreprise française, ils vous expliquent que le devenir urbain, parce que vous allez avoir une partie exponentielle de la population qui va vivre dans des villes, et que vous aurez 75% de la population mondiale qui vivra dans des villes, et donc dans ces conditions-là, les villes vont être peu sûres, et donc on aura besoin de technologies pour amener la police à l'intérieur de la police, on va dire. Et donc on voyait déjà cette idée-là qui infusait, et maintenant qu'on est dans un environnement, enfin en tout cas dans une longue séquence pandémique, où on voit bien que la question de la circulation des individus est quand même une question qui occupe beaucoup la puissance publique, que ce soit chez nous ou ailleurs, cette idéologie-là me semble sortir assez fortifiée de la crise sanitaire qu'on est en train de traverser. Et puis après, j'ai des exemples en tête qui sont des exemples très précis. Je vois une entreprise américaine comme Palantir, par exemple, qui est donc une entreprise qui a été créée en 2003, après les attentats du 11 septembre, grâce au fonds d'investissement de la CIA qui s'appelle In-Q-Tel, qui donc a été fondée avec une vraie optique de lutter contre le terrorisme, qui a très tôt travaillé avec les services de renseignement américains, des forces de police, qui travaille aussi avec la DGSI en France, donc le renseignement intérieur depuis les attentats de 2015, qui travaille aussi beaucoup avec de grandes entreprises, en France et à l'étranger, que ce soit Airbus, de grandes banques, etc., pour optimiser leur chaîne de montage, rationaliser les coûts, etc. Et Palantir, qui a passé des années à perdre de l'argent,
a fait, alors on perd toujours un peu, mais a augmenté son chiffre d'affaires de 35% sur l'année 2020, a été introduit en bourse après des années de rumeurs et de bruissements qui annonçaient cette introduction, et surtout a profité de la crise sanitaire pour mettre la main sur des marchés qui sont quand même des marchés assez cruciaux. Alors en France, on leur a fermé la porte au nez, ils ont approché la PHP, donc l'assistance publique des hôpitaux de Paris, pour traiter les données hospitalières, et on leur a dit merci mais non merci, notamment parce que le contrat avec la DGSI satisfait pas tout le monde en France pour des questions de souveraineté, mais ils sont allés toquer à la porte au Royaume-Uni, et là, le NHS, qui est le système de santé publique britannique, leur a ouvert grand les portes. Donc ils ont signé un premier contrat à 1 livre symbolique, puis un autre contrat 2 mois plus tard pour 1 million de livres, et finalement, l'hiver dernier, ils ont signé un autre contrat pour 23 millions de livres, et en fait, ils développent des outils qui vont permettre alors, au NHS de mieux mesurer, on va dire, à la fois les indicateurs là, dans l'urgence, les indicateurs hospitaliers, médicaux, etc., et puis demain, d'utiliser les données de santé pour faire de l'innovation, etc. Sauf que... Qui sont les bénéficiaires de cette diffusion si vous de la technologie si vous en parlez avec Palantir, ils vont vous dire mais les bénéficiaires, ce sont les États avec qui on traite, ce sont les entreprises avec qui on traite, et toutes les informations qui vont sortir de ce grand travail, de cette grande moulinette qu'on leur propose, c'est pour leur bénéfice. Or, c'est pas tout à fait ce qui se passe, c'est-à-dire que, par exemple, il y a quelques années, il y a eu un différend entre la police de New York et Palantir pour... la police de New York a souhaité casser le contrat, dénoncer le contrat, changer de prestataire, parce que ça coûtait cher, que je n'étais pas forcément très satisfait. Et quand ils ont voulu dénoncer le contrat, ils ont demandé à Palantir de leur fournir toutes les données qu'ils avaient. Alors, le problème avec Palantir, c'est pas l'accès aux données, c'est pas un modèle de GAFA, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prédation d'informations qui ensuite seraient en leur possession. Ils n'ont pas les données médicales. En revanche, ils ont entre leurs mains l'analyse de ces données médicales, ou l'analyse de ces données policières. Et donc, ils ont rendu les données à la police de New York, mais par contre, ils n'ont pas voulu leur rendre l'analyse qui était faite de ces données. C'est-à-dire l'interprétation des données, la formule magique, la secret sauce un peu, c'est un peu le ketchup-Heinz version algorithmique, appartient à Palantir. Ce qui, moi, me pose un vrai problème en matière de décision politique et de transparence des politiques publiques, c'est-à-dire que si vous déléguez à des entreprises privées, alors que ce soit une société américaine ou pas d'ailleurs, des décisions politiques aussi importantes que votre politique sanitaire ou vos opérations de police, la manière dont vous menez vos enquêtes, pour moi, on est face à un gros problème. C'est-à-dire que là, pour le coup, on fait tout rentrer vraiment dans la boîte noire, quoi. Et on ne connaît pas la recette qui permet d'aboutir à tel ou tel résultat. L'éthicien italien Michel Lois, qui a travaillé à l'OMS, à la doctrine de surveillance sanitaire, alerte, je cite, « Nous sommes confrontés à la plus grande menace sur les libertés de notre génération ». Concrètement, quelles libertés sont menacées, notamment en France, par ce déploiement technologique ? Moi, les deux normes qui sont finalement des normes assez fragiles et que je vois immédiatement menacées par la pandémie, c'est le secret médical et la vie privée. Le secret médical est une norme assez fragile parce que, en faisant mes recherches pour le livre, j'ai découvert que au siècle dernier, le New York Times publiait encore en page intérieure le nom et l'adresse des personnes qui étaient infectées par la polio. Je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait à l'heure des réseaux sociaux si on publiait en page intérieure d'un grand quotidien national le nom et l'adresse des personnes infectées par le Covid. Je pense qu'on aurait probablement des effets de foule pas forcément très sympathiques. Et puis l'autre norme, c'est la norme de la vie privée, qui est une invention juridique assez récente, assez floue finalement. Il n'y a pas de définition extrêmement claire de la vie privée. Or, on sort de plusieurs années où finalement les gens se disaient si j'ai rien à cacher, il n'y a pas de problème. C'est ça. Mais alors, on nous disait, c'est par exemple ce qu'on a beaucoup entendu après l'affaire Snowden, où on disait les services de renseignement ils s'intéressent aux individus méchants et moi je suis un gentil donc je n'ai rien à craindre. Moi face à ça j'aime beaucoup la formule d'une chercheuse américaine qui s'appelle Shoshana Zuboff qui a écrit un gros pavé sur le capitalisme de surveillance, qui est une notion qu'elle a contribué à forger, et elle dit si vous n'avez rien à cacher, vous n'êtes rien. C'est très, c'est un peu asséné comme ça et c'est un peu brutal, mais je crois que ce qui nous menace avec ces technologies-là, si on a une vision assez maximaliste, et je pense que c'est bien d'avoir une vision assez maximaliste, parce que les promesses marketing de ces technologies sont des visions maximalistes, donc on peut tout à fait envisager des scénarios qui sont des scénarios inquiets. Moi je pense que la peur est pas forcément mauvaise conseillère en matière
de technologie, il faut juste réussir à transformer l'angoisse en une peur qui peut ensuite permettre d'actionner des réflexions, un esprit critique, etc. Et dans ces conditions-là, moi, ce que je crains, c'est que on ait effectivement des mesures de police prédictive, par exemple, ou qu'on ait des discriminations amplifiées par la technologie. Alors sur la police prédictive, c'est déjà, encore une fois, des choses qui sont un peu à l'œuvre, qui sont expérimentales aujourd'hui, mais si vous décidez d'analyser de grandes quantités de données, ensuite vous allez pouvoir déterminer quelle zone est plus criminogène que telle autre. On a eu des expérimentations de ce type aux États-Unis. Un certain nombre d'ailleurs ont été abandonnées parce qu'on s'est rendu compte que soit elles ne marchaient pas, soit elles amplifiaient des phénomènes discriminatoires, c'est-à-dire que si vous faites la même chose en France, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement les zones les plus criminogènes sont déjà les zones où vous avez le plus de contrôle arbitraire de police, de contrôle au faciès, etc. Et on en vient du coup au deuxième effet, c'est-à-dire que demain la technologie risque de créer des classes de citoyens, soit en fonction de nos habitudes, nos modes de vie, un peu sur le modèle chinois. Moi, je pense que le crédit social à la chinoise... Alors, on est immunisé, a priori, contre le régime politique chinois. Je ne pense pas du tout qu'on vive en dictature. Encore une fois, on est une démocratie avec des institutions à peu près fonctionnelles, qui se portent mais il y a quand même très bien. Certaines personnes qui parlent de possible dictature sanitaire, par exemple. Mais ce sont des mots qui reviennent, et surtout, ce que ça traduit, c'est une défiance très très forte de la population vis-à-vis de la parole politique, de la puissance publique. Donc, il ne faut pas l'éliminer d'un revers de la main, mais surtout, on voit que cette intrication entre le public et le privé est de plus en plus forte. Alors encore une fois, on a des garde-fous qui sont plus puissants et plus efficaces en Europe et en France qu'aux États-Unis, par exemple. Mais si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, moi, j'ai pas envie d'une société dans laquelle, suivant ce que vous avez commandé sur Internet, suivant la façon dont vous vous alimentez, va ensuite avoir un impact sur la note que vous donne une compagnie d'assurance qui va ensuite décider de vous coller un malus parce que vous avez du mauvais cholestérol. Or, c'est précisément ce qui est en train de se mettre en place. Aux États-Unis, vous avez des gens qui souffrent d'apnée du sommeil, qui doivent porter un masque pendant la nuit. Ces masques sont connectés. S'ils ne respectent pas l'observance thérapeutique, s'ils ne mettent pas le masque comme il faut, aux heures qu'il faut, le temps qu'il faut, etc., la compagnie d'assurance ne les rembourse plus. Et j'aime bien cette image de l'observance thérapeutique parce que je crois que la technologie contemporaine, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, est beaucoup gouverné sous ce régime-là. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de problème si vous respectez l'observance thérapeutique, si vous suivez bien la notice, que vous prenez bien la petite pilule à heure dite, donnée, etc., et que vous respectez bien les instructions de l'ordonnance, il n'y aura pas de problème. Mais si vous décidez de faire un pas de côté, si vous décidez d'avoir un autre mode de vie, ok, mais vous serez pénalisé. Il y aura des choses que vous n'aurez peut-être pas le droit de faire, ou qui seront plus compliquées, où l'accès sera moins facile. Et ça, pour le coup, ça me semble être un horizon qui n'est pas complètement fantaisiste. C'est un horizon dystopique, ça c'est certain. Et ce monde-là, moi, me donne pas très envie. Quand je vois une société israélienne comme NSO, qui est une grosse société israélienne qui vend des logiciels espions à des régimes peu recommandables pour surveiller des opposants politiques, des journalistes, des militants des droits humains, et qui, à la faveur du coronavirus, démarche tout un tas de régimes occidentaux, mais démarche aussi le gouvernement israélien, sachant qu'il y a des liens très très forts avec le ministère de la Défense, pour vendre un tableau de bord qui permettrait de calculer un indice de contagiosité des individus en fonction de leur mode de vie, des endroits où ils sont allés, et ensuite du coup de répercuter une note qui peut avoir un impact sur la manière dont on a le droit ou non de circuler. Moi ça m'effraie. C'est-à-dire que demain on aura peut-être des régulations vraiment tout à fait à la carte en fonction de nos habitudes de consommation, nos modes de vie, et ça me semble être un univers, encore une fois, et un horizon pas très enviable, quoi. Et pourtant, c'est la pente sur laquelle on est doucement, vous le dites, en train de glisser, notamment avec la loi de sécurité globale qui semble rendre plus importante la vidéosurveillance. Qui a intérêt à ce qu'on s'engage dans cette forme de dystopie? Moi, je vois qu'aujourd'hui, il y a une offre qui rencontre une demande. C'est-à-dire qu'on a une demande jamais rassasiée de sécurité d'un côté, parce que, encore une fois... D'une partie de la population ? Une demande de la puissance publique, je pense. Que ce soit le gouvernement, que ce soit des collectivités locales, on a un besoin de sécurité. Mais à des fins électorales. Auquel est adossé ce fameux sentiment d'insécurité qui justifie toutes ces politiques sécuritaires. Et donc, pour
contrer ce sentiment d'insécurité, on va offrir un sentiment de sécurité permis par les caméras, les drones, la reconnaissance faciale, tout un tas d'outils qu'on pourra déployer à ces fins-là. Donc on voit qu'on a déjà un intérêt politique à déployer ce type de technologie. On a des élus qui ont fait carrière là-dessus, qui continuent à le faire. Bon, je pense évidemment à Christian Estrosi parce que c'est l'exemple le plus caricatural, mais on a plein d'exemples ailleurs. Bon, les élus du Sud-Est, il y en a pas mal qui sont sur cette ligne-là. Éric Ciotti, quand même, dès qu'il ouvre la bouche à l'Assemblée, c'est quand même pour toujours réclamer plus de sécurité, croiser des fichiers, mettre des caméras partout, comme si ça allait tout résoudre. Bon, je rappelle quand même à toutes fins utiles que après les attentats de Charlie Hebdo, Christian Estrosi avait dit « Moi, à Nice, avec toutes les caméras qu'on a, les frères Kouachi auraient jamais passé 3 carrefours ». Or, tristement, et je suis loin de m'en satisfaire, mais y a un camion qui ensuite a déboulé sur la promenade des Anglais quelques mois plus tard, donc on voit bien que cette technologie qui serait présentée comme une digue infranchissable, c'est pas tout à fait la réalité, donc on a cet intérêt politique, et puis de l'autre, il y a un intérêt industriel. Il y a un intérêt industriel parce qu'on a des entreprises qui sont assez motrices, et je pense que dans les années qui viennent, on aura une demande très très forte de la puissance publique pour expérimenter la biométrie, la reconnaissance faciale, etc., parce qu'on a des champions français. Qu'on a des champions français comme Thales, comme Idemia, qui est moins connu, mais qui est aussi un gros acteur du secteur, et qu'il faut permettre à ces entreprises de gagner des marchés, non seulement en France, mais aussi à l'étranger, en se disant, si c'est pas nous qui le faisons, de toute façon, ce sera d'autres entreprises, et ce sera les Chinois, ce sera les Israéliens, ce sera les Américains, et ce sera ces pays-là avec les modèles qu'ils ont. Modèle américain qui est un modèle quand même de prédation des données, modèle chinois qui est un modèle de prédation des libertés, et modèle israélien qui est un panachage, on va dire, un peu des deux. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, parfois ces dispositifs technologiques qui sont utilisés, ou en tout cas qui sont à la base imposés pour la sécurité de tous, notamment les dispositifs antiterroristes, qui ont finalement parfois aussi été utilisés contre des militants écologiques, finalement, on voit bien que ça peut devenir un formidable outil de domination et justement faire basculer un État totalement démocratique dans quelque chose de peut-être un petit peu moins démocratique. Est-ce que c'est pas dangereux aujourd'hui de mettre en place ces dispositifs, sachant qu'il y a une élection présidentielle dans 1 an, qu'on ne sait pas du tout quelle en sera l'issue et que c'est même particulièrement incertain? Qu'est-ce que ça pourrait donner de tels dispositifs entre les mains de l'extrême droite, par exemple ? Alors, bon, il y a évidemment la question de savoir ce que ça pourrait donner entre les mains de l'extrême droite, mais il y a déjà la question de ce que ça pourrait donner entre les mains du gouvernement actuel. On voit qu'il y a quand même un certain nombre de voix qui s'inquiètent de tendances illibérales, autoritaires, y compris, on a entendu des parlementaires de la majorité qui, sur la loi sécurité globale, se sont émus de ce virage-là, qui est assez bien incarné par le ministre de l'Intérieur. Donc on voit effectivement que ces outils-là, vous avez tout à fait raison de le rappeler, que ces outils qui sont à la base déployés contre des populations, ou en tout cas qui sont déployés à des fins antiterroristes, suivent ensuite des logiques répressives qui peuvent toucher tout un tas d'autres catégories de population vues comme hostiles au pouvoir. Et quand je parlais de ce fameux sentiment d'insécurité ou ce besoin de sécurité jamais rassasié, c'est que la menace étant en perpétuelle recomposition, le lundi c'est les terroristes islamistes, le mardi c'est les écologistes, le mercredi c'est les militants véganes qui vont dans les abattoirs, le jeudi c'est les militants des libertés publiques, et le vendredi c'est les islamo-gauchistes. C'est-à-dire qu'on peut avoir comme ça tout un tas de personnes qui se retrouvent pris dans ce grand filet dérivant de la surveillance. Et effectivement, c'est comme ça qu'on tue une opposition politique légitime en lui imposant des mesures qui, en plus, je reviens sur cette histoire un peu de police prédictive, c'est quand même, quand on voit la chaîne répressive en France depuis des années, l'idée c'est quand même d'intervenir le plus en amont possible de la menace. On l'a vu sur la justice antiterroriste, on est passé, il y a eu l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, et ensuite il y a eu le loup solitaire et le délit de terrorisme individuel, on va dire, et donc on voit qu'on a la tentation de punir les gens de plus en plus, avant même la commission des actes. Non, ne serait-ce que la loi anti-casseurs aussi,
en 2020 la loi anti-casseurs, prévoyait... les arrestations préventives qu'on a sur les personnes qui se rendent en manifestation. Donc on voit qu'on a déjà des entraves assez fortes. Et si on a cette idée d'intervenir le plus en amont possible de la menace, on l'a bien vu sur un certain nombre les technologies de mouvements sociaux. Les technologies peuvent effectivement permettre à ça, sur l'identification des personnes, pour identifier tel individu avant qu'il se rende à tel endroit, ou identifier tel individu pour qu'on le suive de manière un peu plus précise, un peu plus à la trace. Ça nous amène dans une société qui n'est pas tout à fait une dictature, mais qui n'est pas tout à fait une démocratie non plus. Et face à ce que vous décrivez, on a la sensation de constater finalement une faible mobilisation citoyenne. Ce ne sont pas aujourd'hui les sujets qui sont dans les préoccupations de tous, en tout cas à l'heure où l'on parle. Comment vous expliquez cette paralysie citoyenne face à des lois et à des dispositifs technologiques qui, après tout ce qu'on a dit, semblent de toute évidence poser des questions démocratiques majeures ? Alors, je pondérerais peut-être un tout petit peu ça en se disant quand même que je sens, peut-être depuis la crise sanitaire notamment, une plus grande conscience dans la population de ces enjeux-là, de la nécessité de se mobiliser contre des textes, par exemple, liberticides. Quand je vois la mobilisation assez panoramique, on va dire, contre la loi sécurité globale, avec des associations un peu les habituelles, mais aussi des magistrats, des personnes de la société civile, etc. Donc on voit que ça rassemble quand même pas mal de personnes. Moi, j'avais pas vu vraiment de mobilisation comme ça sur les libertés publiques depuis le fichier Edwige, il y a une dizaine d'années, donc fichier Edwige qui permettait le fichage politique de n'importe quelle personne de plus de 13 ans en France, à peu près, pour résumer très sommairement. Et ensuite, je crois que le gros problème aujourd'hui, et cette paralysie que vous évoquez, c'est qu'on a une paralysie du langage déjà. C'est-à-dire qu'en fait, on manque de mots avant de manquer de moyens d'action pour s'opposer à cette surveillance. On manque de mots pour contrer la reconnaissance faciale, pour contrer les drones, pour contrer les courtiers en données, tout un tas de... Il y a une espèce d'atrophie du vocabulaire comme ça qui nous aide pas déjà à poser le diagnostic et à penser la situation dans laquelle on vit. Parce que si on n'est pas capable de nommer le mal, c'est particulièrement difficile de le combattre et de trouver les clés pour ne serait-ce que s'asseoir autour d'une table et en discuter collectivement ou savoir quelles orientations techniques on veut donner à la société. Cette paralysie du langage, en plus, elle est renforcée par le fait qu'un certain nombre de ces acteurs échappent quand même assez notoirement à l'œil du public, ne sont pas connus. Et donc, dans ces conditions-là, si on n'a pas les mots pour identifier tous les acteurs de cet écosystème et qu'en plus de ça, on manque d'un champ lexical qui puisse nous offrir un horizon un peu plus désirable et proposer des alternatives, ça devient particulièrement difficile. Donc c'est pour ça que je crois assez fort à la mobilisation du langage, de sortir justement de cette idée très orwellienne de Big Brother, parce que finalement tout ça est assez grossier et permet pas, à mon sens, de penser vraiment la situation dans laquelle on vit aujourd'hui, pour essayer d'élaborer une langue, quelque part, qui permette de contrer cette langue sécuritaire, qui, elle, est très présente, a largement infusé l'espace politique, alors d'abord à droite, puis ensuite à gauche, parce que la sécurité première des libertés, ça a commencé avec Perfit à la toute fin des années 70, avec la loi sécurité et liberté, justement. Aujourd'hui, ça a infusé complètement à gauche, et pour n'importe quel candidat en campagne, c'est devenu rituel, il faut dire, à un moment ou à un autre, la sécurité est la première des libertés. Donc on voit, c'est une langue... très très forte, c'est un rouleau compresseur, mais je serais très intéressé à l'idée de lire des travaux comme ça de chercheurs sur la formation de cette langue technocratique et sécuritaire, un peu de la même façon que Klemperer avait documenté cette langue nazie avec la LTI. Le parallèle, on va me dire que c'est un point Godwin, mais je crois qu'il y a un vrai enjeu autour du langage. Et face à cette langue sécuritaire, encore une fois, nous, on a peu de choses à opposer, hormis quelques grognements. Écoutez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Blast aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous avez apprécié le contenu, à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram. Et moi, je vous dis à bientôt.